C'est l'heure du journal de l'Afrique. Soyez les bienvenus sur France 24. À la une ce soir, l'appel au calme d'Ousmane Sonko. Hier, le Premier ministre sénégalais avait surpris en appelant ses partisans à se venger en cas d'altercation avec les partisans de son rival Barthélémy Diaz. Aujourd'hui, à 4 jours des législatives, l'heure est à l'apaisement. Nous serons à Dakar dans ce journal. Le viol comme arme de guerre au Soudan, le pays en proie à un conflit acharné entre l'armée régulière et un groupe paramilitaire sombre dans la violence et la famine. À cette crise humanitaire s'ajoutent les violences sexuelles de masse. Témoignage à suivre. Et puis les électeurs du Somaliland appelés aux urnes. 1 million de personnes doivent voter pour choisir leur président. Cette région qui a autoproclamé son indépendance de la Somalie en 1991 n'est reconnue par aucun pays. La correspondance régionale à suivre. C'est la désescalade au Sénégal. La campagne a été tendue notamment entre les partisans du PASTEF d'Ousmane Sonko et ceux du maire de Dakar, Barthélémy Diaz. L'heure est désormais à l'apaisement. Après un appel à ses partisans à se venger d'éventuelles agressions d'opposants politiques, le Premier ministre sénégalais Ousmane Sonko fait marche arrière et appelle au calme. Les précisions d'Elimane Dao. En s'adressant à ses militants ce mardi soir dans le quartier de Sikap Baobab, le quartier où habite Barthélémy Diaz, le maire de Dakar, Ousmane Sonko les a invités à poursuivre calmement cette campagne électorale et à permettre également à Barthélémy Diaz de poursuivre tranquillement cette campagne. Ousmane Sonko dit ne pas donner d'excuses à l'opposition au cas où elle perdrait ces élections législatives. Barthélémy Diaz a également pris la parole devant ses militants ce mardi soir. Le maire de Dakar n'a pas été avec Ousmane Sonko. Il a rappelé le cheminement qu'il a eu avec Ousmane Sonko et les services qu'il a eu à lui rendre, car il faudrait le rappeler, Barthélémy Diaz et Ousmane Sonko étaient des alliés politiques il y a 2 ans lors des dernières élections législatives et lors des dernières élections municipales. Barthélémy Diaz invite ses militants à accueillir les bras ouverts la prochaine fois que les militants d'Ousmane Sonko viendraient dans son quartier. Les 2 formations politiques rivales, le PASTEF, parti dont Ousmane Sonko est tête de liste, est en campagne électorale ce mercredi dans la banlieue dakaroise à Pikine-Guédiawaye, au moment où Sam Sakadou, coalition dirigée par le maire de Dakar, est en caravane à Grand Dakar dans la capitale sénégalaise, au moment où les autres grandes coalitions d'opposition de cette campagne électorale sont en train de sillonner le pays. Diam Agnyarine de l'ancien Premier ministre Amadou Ba et la coalition Takku Wallu Sénégal, dont la tête de liste et l'ancien président Macky Sall sont dans le Ferlo, cette région naturelle du centre-nord du Sénégal, dans des localités comme Linguère, Ranérou ou encore Dara Djolof. Et dans la région de Matam, dans le nord-est du pays, de nombreux sinistrés victimes d'inondations se sentent abandonnés par le gouvernement. Ils comptent bien faire entendre leur voix lors des élections législatives anticipées ce dimanche. Laurent Berstécher. Poussés à fuir les inondations, Kardia Toussi ne possède plus que quelques affaires, entassées pêle-mêle sous un abri de fortune. La jeune femme fait partie des milliers de personnes déplacées par la crue du fleuve Sénégal et se sent abandonnée par le gouvernement. Si ton chat est détruit, tu vas nous quoi? On n'a pas de quoi nourrir, on n'a pas vu l'État. Depuis la mi-octobre, le nord-est du Sénégal est touché par d'importantes inondations qui ont submergé les terres et détruit des récoltes. Une situation particulièrement préoccupante pour la région agricole de Matam, où les taux de chômage et de pauvreté sont parmi les plus élevés du pays. Les rares emplois s'y voient aujourd'hui menacés, privant les agriculteurs de gagne-pain et les jeunes de perspectives d'avenir. Les jeunes n'ont pas de travail. Ils sont assis à la maison ou alors ils sont dans les champs. Et maintenant que les champs ont été détruits par l'eau, il faut que le gouvernement agisse rapidement. Le gouvernement sénégalais s'est engagé à débloquer 12 millions d'euros pour venir en aide aux sinistrés, une aide censée s'ajouter au plan de développement de la région, annoncé par le Premier ministre Ousmane Sonko le mois dernier. Nous voulons un hub industriel à Matam. Tous les phosphores extraits seront transformés ici en engrais. Rien que la phase d'installation et de développement du système va générer 10 000 emplois directs. Le gouvernement espère que ces engagements suffiront à convaincre les électeurs de la région de Matam, alors que le pays doit se rendre aux urnes pour un scrutin législatif anticipé le 17 novembre.
Le Soudan, en guerre depuis 18 mois, ne semble pas avancer vers une solution pacifique. La situation sur le terrain est dramatique. Les combats, la famine et les violences sexuelles de masse. Des fillettes sont parfois enlevées à Khartoum pour être revendues comme esclaves sexuelles dans le Darfour. Anna Pereira. Les femmes soudanaises sont en première ligne d'un conflit qu'elles n'ont pas choisi. 1 an et demi après le début de la guerre entre les forces de soutien rapide et l'armée soudanaise, une réunion du Conseil de sécurité de l'ONU a insisté sur les violences des plus extrêmes commises à ce jour à l'encontre de civils. Nous recevons des rapports faisant état d'horribles violations des droits de l'homme et du droit humanitaire international, y compris des violences sexuelles commises principalement à l'encontre de femmes et de jeunes filles. Ces informations inquiétantes proviennent de l'État de Jazira, où les combattants de la FSR se sont déchaînés le mois dernier. Ils ont tué des dizaines de personnes et pris pour cible femmes et jeunes filles. Certaines d'entre elles ont dû prendre des mesures extrêmes pour éviter d'être violées. Les témoignages choquants des habitants confirment que la brutalité des viols a malheureusement contraint plus de 130 femmes à des actes sans précédent, se suicider en masse pour échapper à d'autres violences sexuelles. L'ambassadeur soudanais auprès de l'ONU a déclaré que la protection des civils était une priorité. Mais les fonctionnaires des Nations Unies affirment que les 2 parties belligérantes étaient responsables de ces violences. Ils affirment que les forces armées soudanaises attaquaient aussi les civils et menaient des frappes aériennes aveugles dans des zones densément peuplées. Nous sommes profondément préoccupés par la trajectoire alarmante de ce conflit. Alors qu'il a déjà déclenché d'horribles souffrances, les conditions sont réunies pour qu'il fasse un nombre exponentiel de victimes. L'ONU affirme que les 2 parties sont soutenues par des armes et de l'aide étrangère. Il exhorte les FSR et le gouvernement soudanais à s'asseoir à la table de négociation pour mettre fin à une guerre qui a déjà tué plus de 24 000 personnes et provoqué la pire crise de déplacés au monde. 14 millions de personnes, soit près d'1 tiers de la population du pays, ont été contraintes de quitter leur foyer. Élection présidentielle au Somaliland. Cette région qui a déclaré son indépendance de la Somalie en 1991 n'est reconnue par aucun État. 1 million de personnes étaient appelées aux urnes pour choisir leur président. La correspondance régionale de Bastien Renouille. Cette élection aurait dû avoir lieu il y a 2 ans, mais à l'époque, faute d'argent, le gouvernement avait dû les décaler, ce qui avait entraîné des manifestations qui avaient été réprimées. Il y avait eu 5 morts, mais en dépit de cette violence, le parti d'opposition Wadani affirme que, bien qu'imparfaite, la démocratie somalilandaise est fonctionnelle. Il dit avoir confiance dans le système électoral de son pays. Alors, quel est l'enjeu de ce scrutin ? Bien évidemment, déterminer qui sera le nouveau président, répondre à des questions de politique intérieure, mais surtout montrer que la démocratie fonctionne, car cela pourrait avoir des répercussions sur la politique extérieure du Somaliland. Écoutez cet expert du pays. Plus le Somaliland s'engagera sur la voie d'élections démocratiques, plus il y aura de transitions saines, une rotation saine du pouvoir. Plus les autres pays prendront le Somaliland au sérieux. Ils diront, voilà une région d'Afrique qui sait organiser des élections démocratiques, où le pouvoir change. Et c'est une bonne chose. Il y a un lien direct entre l'évolution démocratique du pays et sa reconnaissance à l'international. La reconnaissance de son indépendance, c'est un enjeu majeur pour le Somaliland qui crée de grandes tensions dans la région, notamment au niveau de la Somalie, qui considère toujours que le territoire somalilandais fait partie des territoires administrés par Mogadiscio. Plus tôt cette année, le Somaliland et l'Éthiopie ont signé un accord. L'Éthiopie doit pouvoir bâtir une base navale sur le territoire somalilandais, en échange de quoi elle reconnaîtra l'indépendance du Somaliland. Que va-t-il advenir de ce projet une fois l'élection terminée ? Eh bien, les autorités l'affirment, tous les candidats sont d'accord à ce sujet-là. Il n'y aura pas de changement. Ils continueront ce projet pour que, enfin, l'Éthiopie reconnaisse l'existence du pays. Dans le reste de l'actualité, en bref et en images, le nouveau Premier ministre mauricien Navin Ramgoolam a prêté serment mercredi après la victoire de sa coalition législative. L'élection du chef du Parti travailliste marque son retour au pouvoir après 10 ans dans l'opposition. La Cour suprême a tranché au Ghana. Le parti présidentiel est bien majoritaire au Parlement. La plus haute juridiction du pays a jugé inconstitutionnelle la décision du Speaker. Il y a près d'1 mois, il avait de fait rendu le parti d'opposition majoritaire après plusieurs défections au sein de la majorité. Ce jugement ne mettra pas forcément fin au blocage à 3 semaines de la présidentielle dans le pays.
Ces manifestations qui dégénèrent au Mozambique, des partisans de l'opposition sont de nouveau descendus dans la rue pour dénoncer des fraudes électorales. L'un des rassemblements a été dispersé à balles réelles par la police. 2 manifestants ont été tués. En Ouganda, 2 jeunes influenceurs ont été arrêtés cette semaine par les autorités et un autre a été condamné ce mercredi. Ils sont tous accusés d'avoir insulté le président Yoweri Museveni et sa famille. Et ils sont accusés également d'avoir diffusé de fausses informations sur des dirigeants dans des vidéos TikTok. Ils risquent plusieurs années de prison. Les précisions de Clément Diroma, notre correspondant régional. 2 jeunes TikTokers de 21 et 28 ans ont été arrêtés ce lundi et incarcérés dans une prison ougandaise en attendant leur procès pour discours de haine et diffusion de fausses informations. Ils sont accusés de s'être moqués et d'avoir insulté le président Yoweri Museveni, sa femme et son fils, le chef de l'armée, ainsi que des membres du parti au pouvoir. Un magistrat de la cour d'Entebbe a reconnu coupable un autre influenceur ce mercredi pour les mêmes motifs et affirme qu'ils ont tous voulu dégrader l'image des dirigeants et déclencher l'hostilité du public envers eux à travers ces vidéos. Les 2 jeunes seront jugés dans les jours à venir aux côtés d'un 3e accusé de 19 ans. Alors ils clament leur innocence, mais ils risquent jusqu'à plusieurs années de prison. En juillet dernier, Edward Aweboa, 24 ans, avait été condamné à 6 ans d'emprisonnement pour avoir lui aussi insulté la famille présidentielle sur TikTok, ce qui avait déclenché, vous vous en doutez, de nombreuses condamnations de la part d'ONG de défense des droits de l'homme. Le gouvernement ougandais est régulièrement critiqué pour ses attaques contre la liberté d'expression. En bref, en République démocratique du Congo, une équipe de Médecins sans frontières a été victime d'un braquage armé dans le territoire de Massissi, dans l'est du pays. L'équipe se rendait dans une zone de santé pour apporter une assistance médicale. Aucun blessé n'a été déploré, mais l'organisation affirme que son personnel est sous le choc. La zone est régulièrement le théâtre d'affrontements entre l'armée congolaise appuyée par des groupes locaux et les rebelles du M23 soutenus par le Rwanda. On se quitte en musique avec l'orchestre Kimbangiste de Kinshasa. Vous en parlez l'an dernier de ce groupe de musiciens qui avait démarré de rien pour former le premier orchestre symphonique du continent. L'orchestre qui compte aujourd'hui quelques 200 instrumentistes et un chœur célèbre ses 30 ans. Longue vie aux artistes. Voilà, c'est la fin du Journal de l'Afrique. Tout de suite, l'actu 360 avec Anthony Saint-Léger. Je suis Marcel Amoko, le correspondant de France 24 au Cameroun. Je couvre également l'actualité du Gabon. Retrouvez-moi dans les journaux et les magazines de France 24. Marcel Amoko, l'un des 200 correspondants de France 24 dans le monde.